there will be some people who might question whether you're the right person to lead this project and its efforts to end homelessness. How would you respond to that? I think Les couloirs habituellement sereins du palais de Buckingham ont rarement été aussi agités. Ce qui avait commencé comme une discrète approbation administrative du prince William, la décision d'accorder aux enfants de la duchesse Sophie un changement de titre officiel est devenue l'un des événements royaux les plus inattendus de l'année. Les principaux médias britanniques du Telegraph au Guardian ont qualifié cette décision de tremblement de terre, ébranlant la hiérarchie du palais à un moment où l'unité est à la fois fragile et désespérément nécessaire. En temps normal, les changements de titre au sein de la famille royale seraient à peine perçus par le public. Mais dans une monarchie confrontée aux pressions modernes, le symbolisme prime sur le rite. Par cette seule décision, Guillaume a non seulement élevé au rang de roi le jeune comte de Wessex Jacques et sa sœur Lady Louise, mais a également relancé le débat sur l'évolution des centres de pouvoir au sein de la maison de Windsor. Ce n'est pas seulement une question de titre, a noté l'historien royal Robert Lacey dans le Times. Il s'agit de savoir à qui le futur roi accorde sa confiance et à qui il ne la lui accorde pas. Cette décision intervient à un moment de profonde transformation. Le règne du roi Charles, bien que stable dans son message, fut assombri par des problèmes de santé et une diminution du nombre de membres actifs de la famille royale. La famille royale, autrefois forte de plusieurs générations, s'appuie désormais sur une poignée de figures actives, Charles et Camilla William et Catherine Anne et les Édimbourg. Derrière les portes du palais, on reconnaît de plus en plus que la monarchie allégée, que Charles avait imaginée autrefois, se rétrécit peut-être trop rapidement pour sa propre stabilité. C'est précisément pourquoi la décision de William est importante. En reconnaissant officiellement les enfants de Sophie en élevant leur titre, il a fait plus que simplement faire preuve de loyauté, il a renforcé une branche de la famille qui s'est discrètement révélée digne de confiance, épargnée par les scandales et pleinement attachée aux valeurs qu'il souhaite voir incarner la couronne moderne. William est en train de constituer une équipe, a déclaré un ancien conseiller royal au Daily Express. Il identifie qui portera le flambeau vers la prochaine ère et qui sera poliment laissé pour compte. Mais l'enthousiasme n'a pas été unanime au palais. Le Daily Mail citait une source proche du dossier, décrivant un froncement de sourcils parmi les hauts courtisans, estimant que le moment était prématuré surtout avec le roi Charles toujours sur le trône. C'est une décision audacieuse, ajoutait la source, et l'audace au palais de Buckingham est rarement accueillie sans heurte. Les traditionalistes ont perçu la décision de William comme une intrusion dans un territoire encore réservé aux monarques régnants. D'autres, en revanche, y ont vu le signal le plus clair à ce jour, l'héritier du trône n'attend plus en silence dans les coulisses. Il façonne déjà l'avenir en coulisses. La réaction du public fut immédiate et polarisée. Les réseaux sociaux étaient inondés de hashtags comme Windsor Power Shift et Clash Palace Reform, tandis que les commentateurs débattaient pour savoir si la décision de William était un acte de compassion de modernisation ou de rébellion silencieuse. Dans l'émission BBC Breakfast, la présentatrice Naga Munchetty posait la question qui taraude désormais tout analyste royal, s'agissait-il de préparer la prochaine génération ou de préparer le prochain règne ? Les observateurs royaux soulignent la réputation de longue date de la duchesse Sophie, véritable force stabilisatrice au sein de la famille. Ces décennies de services discrets et sans scandale lui ont valu l'admiration des initiés du palais et du public. Il ne s'agit pas seulement de récompenser Sophie, a déclaré Ingrid Seward, experte royale. Il s'agit de renforcer les valeurs que William souhaite défendre, discipline, discrétion et sens du devoir sans drame. À une époque où la crédibilité royale peut s'évaporer au moindre titre, les Wessex offrent une rareté la constance. Le contexte international ajoute à l'intrigue. Outre-Atlantique, la présence médiatique renouvelée du prince Harry et de Meghan Markle, des documentaires aux interviews abordant les tensions au sein de la famille royale, a placé la monarchie sous le regard du monde entier. La décision de William de donner une plus grande place aux enfants de Sophie, en revanche, témoigne d'un changement conscient vers l'image discrète et soumise que la famille véhiculait autrefois. À bien des égards, il s'agit d'une réfutation silencieuse, non pas par des mots, mais par l'exemple. Le moment ne pouvait être plus symbolique, a écrit Gabby Hinsleaf du Guardian. Tandis que les Sussex se redéfinissent à Hollywood, William redéfinit la famille royale à travers son héritage et rappelle au monde que la continuité de la couronne ne réside pas dans le bruit, mais dans la retenue. Au sein du palais, cependant, la retenue fait défaut. Des rumeurs circulent selon lesquelles tous les membres importants de la famille royale n'auraient pas été consultés avant la décision finale, ce qui aurait semé le trouble au sein du cercle intime du roi. L'autorité de William grandit et avec elle le fossé générationnel, a noté Alastair Bruce, commentateur de Sky News.
Chacune de ces décisions ressemble désormais moins à un acte d'assistance qu'à un acte de leadership. Ce qui reste le plus frappant, c'est à quel point cet acte unique a transformé l'histoire de Guillaume lui-même. Autrefois perçu comme un fils dévoué, attendant patiemment son tour, il est aujourd'hui perçu comme un réformateur, calculé un homme qui avait déjà donné une nouvelle forme à la monarchie avant même de porter la couronne. On a le sentiment, écrivait le Times, que le règne de Guillaume a commencé par l'esprit sinon par le titre. Pour la duchesse Sophie, cette transformation est à la fois une confirmation et un tournant. Sa famille, longtemps restée discrète et digne, se retrouve soudain au cœur d'une réévaluation royale. Le nouveau rôle de son fils comme comte de Wessex et la visibilité croissante de sa fille dans les apparitions publiques marquent un nouveau chapitre qui les positionne comme l'incarnation de la continuité au sein d'une famille royale divisée. Pourtant, des questions subsistent. S'agissait-il véritablement d'une réforme stratégique de la monarchie ou simplement d'une démonstration personnelle de loyauté de l'héritier envers une famille en laquelle il avait une confiance profonde? S'agissait-il du début du règne de Guillaume sans en avoir le nom ou d'un avant-goût du pouvoir politique qu'il exercerait un jour? Quelle que soit la réponse, une chose est indéniable. Buckingham Palace n'a pas été aussi calme depuis des années. Ce qui à première vue ressemble à un changement cérémoniel pourrait avec le temps être considéré comme le premier pas dans la stratégie à long terme de William, une redistribution du pouvoir royal déguisée en tradition. Pendant plus de 2 décennies, Sophie duchesse d'Édimbourg a été le secret le mieux gardé de la famille royale. Une femme qui a bâti son influence non pas par le spectacle mais par le silence. Maintenant que la décision du prince William jette un nouveau regard sur sa famille, le monde reconnaît enfin le pouvoir discret qu'elle a exercé pendant des années. Dans une monarchie souvent secouée par des tragédies publiques, Sophie incarne quelque chose de rare, le courage, l'humilité et l'assurance des qualités que la défunte reine Élisabeth II chérissait par-dessus tout. Les initiés se souviennent souvent que la reine Élisabeth voyait Sophie comme son reflet discipliné, imperturbable et fidèle à l'institution plutôt qu'à sa propre gloire. Selon le Télégraphe, la reine décrivait Sophie en privé comme sa seconde fille, une femme sur laquelle on pouvait compter pendant les périodes les plus tumultueuses de la monarchie. C'est Sophie qui l'accompagnait souvent aux offices du dimanche à Windsor. C'est elle qui l'accompagnait lors de ses voyages discrets après la mort du prince Philippe. Et c'est à Sophie que la reine se confiait durant ces derniers mois non pas comme une sujette, mais comme un membre de sa famille. Cet héritage de confiance a façonné le rôle de Sophie dans le paysage royal actuel. Dans une famille souvent marquée par des conflits de personnalité et des désaccords, la discrétion discrète de Sophie l'a rendue indispensable. Le commentateur royal Richard Fitzwilliams a récemment déclaré au Guardian « La loyauté de Sophie est son plus grand atout. Elle ne divulgue jamais, rien ne se plaint jamais et ne recherche jamais la célébrité. Dans l'écosystème de Windsor, cela la rend inestimable. » On oublie facilement le chemin parcouru. Durant les premières années de son mariage avec le prince Édouard Sophie, a essuyé de vives critiques pour avoir tenté de concilier ses obligations royales avec sa vie privée. Son agence de relations publiques RGH Public Relations a attiré une attention indésirable. Et en 2001, elle a été prise au piège dans une opération d'infiltration menée par un tabloïd se faisant passer pour un cheikh du Moyen-Orient. Le scandale a failli faire dérailler sa carrière royale. Mais au lieu de battre en retraite ou de chercher vengeance, Sophie a fait quelque chose d'exceptionnel, elle s'est reconstruite en silence. Elle a fermé son entreprise, s'est consacrée pleinement au service royal et au fil du temps a gagné le pardon et la confiance totale de la reine. Cette transformation a profité non seulement à elle, mais aussi à la monarchie. Ces dernières années, Sophie est devenue l'un des membres les plus actifs de la famille royale, avec des missions allant des cérémonies militaires aux missions humanitaires à l'étranger. Son travail l'a conduite dans des zones de guerre en Afrique, où elle défend les victimes de violences sexistes, un sujet que peu de membres de la famille royale avaient abordé publiquement avant elle. L'engagement humanitaire de Sophie n'est pas purement performatif, a déclaré un correspondant de BBC World News qui l'a accompagnée en Sierra Leone. Elle écoute, elle ne prêche pas. C'est pourquoi les gens lui font confiance. Son engagement a été reconnu internationalement, notamment par l'attribution du prix Hillary Rodham Clinton pour son engagement en faveur des droits des femmes, la plaçant aux côtés de personnalités comme Angelina Jolie et Michelle Obama. Le Financial Times l'a récemment qualifiée de diplomate discrète de la Grande-Bretagne, soulignant comment elle a discrètement renforcé la crédibilité morale de la monarchie à l'étranger tandis que d'autres luttaient contre les controverses publiques sur leur sol. Alors que la famille royale s'adapte à une nouvelle ère sous le règne du roi Charles et à une image mondiale en rapide évolution, l'influence de Sophie est devenue encore plus visible. Des sources au sein du palais de Buckingham ont indiqué au Sunday Times qu'elle exerce un rôle de conseillère informelle auprès du roi et du prince de Galles, notamment sur les questions de confiance du public et d'attention médiatique.
Sa capacité à naviguer dans la communication moderne, empathique mais mesurée, est considérée comme un modèle pour la prochaine génération. Sophie comprend le public du 21e siècle, a déclaré la biographe royale Penny Junor. Elle sait que la monarchie ne peut plus se reposer sur le mystère. Elle doit miser sur l'authenticité. Son lien avec Catherine, princesse de Galles, s'est également considérablement renforcé. Les deux femmes sont souvent photographiées ensemble lors d'occasions officielles projetant une image d'unité et de partage. Le Daily Mail les a récemment qualifiées d'« alliance silencieuse de la monarchie », deux femmes qui incarnent l'équilibre entre tradition et modernité que William cherche à cultiver. Tandis que Catherine incarne la grâce et la visibilité publique, Sophie apporte la fondation, le mentorat et la sagesse discrète en coulisses. Mais ce qui distingue véritablement Sophie, c'est son absence d'ego. Dans un monde où chaque geste royal est décortiqué par les tabloïds et les médias, elle reste à l'abri des tempêtes des réseaux sociaux. Ses interviews sont mesurées, ses apparitions authentiques. Même ses révélations personnelles, comme ses réflexions émotionnelles sur la ménopause et la santé des femmes, ont profondément touché un public qui entend rarement une telle vulnérabilité de la part des membres de la famille royale. Elle parle comme quelqu'un qui vit dans le monde réel, a observé The Independent. C'est son super pouvoir. Maintenant que ses enfants Lady Louise et James, comte de Wessex, entrent discrètement sous les feux des projecteurs, l'héritage de Sophie traversera les générations. L'adoption de leur nouveau titre par William est plus qu'un geste de respect, c'est une reconnaissance stratégique de la loyauté de Sophie et de la confiance indéfectible de la reine. William sait à qui il peut faire confiance, a déclaré Jenny Bond, analyste royale à Sky News. Il a observé Sophie agir avec une compétence discrète pendant des années. À bien des égards, elle incarne l'idéal royal défendu par sa grand-mère, la dignité sans drame. Ce lien avec l'héritage de la reine va au-delà du symbolisme. Alors que la monarchie continue de redéfinir son image dans un monde exigeant la transparence, Sophie incarnait précisément les qualités qui ont rendu Élisabeth II intemporelle, retenue, grâce et dévouement sans autopromotion. Il n'est donc pas surprenant qu'elle soit de plus en plus souvent qualifiée dans les cercles du palais de stabilisateur secret de la monarchie. Et c'est peut-être ce qui rend ce dernier changement de titre si significatif. En rendant hommage aux enfants de Sophie, William réaffirme également la philosophie tacite de la reine, c'est la persévérance et non l'extravagance qui maintient la couronne en vie. L'influence de Sophie ne fait peut-être pas la une des journaux, mais elle façonne discrètement l'avenir pierre par pierre grâce à sa loyauté, sa compassion et sa détermination inébranlable. Dans un paysage royal souvent obscurci par l'ego et le scandale, l'exemple de Sophie rappelle au monde que la force ne rugit pas toujours. Parfois, elle se tient simplement ferme, inébranlable, silencieuse et inébranlable. Chaque génération de la famille royale britannique a eu son réformateur, celui qui a remodelé la couronne pour qu'elle survive à l'époque. La reine Victoria l'a fait par retenue, George VI par devoir, Élisabeth II par persévérance. Le prince William, désormais héritier du trône, commence à le faire par stratégie. Et sa décision d'élever les enfants de la duchesse Sophie n'est pas un acte sentimental isolé. C'est une démarche délibérée qui s'inscrit dans une vision plus large, visant à pérenniser la monarchie dans un monde qui a perdu patience avec les anciennes hiérarchies. Les initiés du palais de Kensington décrivent William comme l'héritier le plus stratégique du siècle. Un homme parfaitement conscient que son règne sera scruté par une démocratie numérique en perpétuelle ébullition. Contrairement à ses prédécesseurs, il ne peut compter sur la déférence mais uniquement sur la pertinence. Comme l'a récemment souligné The Guardian, William comprend que la survie de la monarchie ne repose pas sur le mystère mais sur la gestion. Sa subtile restructuration de la famille royale reflète cette réalité. Le changement de titre de James et Lady Louise, bien que sous couvert de courtoisie royale, véhicule un message plus profond. Il indique que William renforce discrètement la branche la plus stable et la plus épargnée par les scandales de la famille, les Édimbourg, dans le cadre d'un plan plus vaste visant à mieux répartir les responsabilités et à restaurer la confiance du public. Il récompense la loyauté et la longévité, a déclaré un responsable du palais au Télégraphe. Et il envoie le message que c'est le service et non la gloire qui définira la prochaine génération de membres de la famille royale. Ce message arrive à un moment crucial. Les problèmes de santé du roi Charles ont contraint la monarchie à accélérer sa stratégie à long terme. Selon le Times, le palais discute depuis des mois de mesures d'urgence, un plan progressif selon lequel Guillaume assumerait davantage de pouvoirs administratifs, tandis que Charles se concentrerait sur ses fonctions cérémonielles. Les courtisans ont discrètement qualifié cet arrangement de transition en douceur, faisant écho au transfert progressif des responsabilités de la défunte reine à Charles durant ces dernières années. L'histoire, a observé une source proche du dossier, se répète mais plus vite.
La méthode de Williams diffère cependant de celle de son père. Tandis que Charles poursuivait ses réformes par des messages moraux, durabilité, dialogue interreligieux, coopération mondiale. L'approche de William est plus administrative. Il se concentre sur les affaires intérieures, moderniser les opérations commerciales, resserrer le budget royal et redéfinir les véritables représentants de la couronne. Il veut une monarchie légère, efficace et émotionnellement intelligente, a déclaré Cathy Nicholl, analyste royale à Sky News. Cela signifie moins de titres de statut et plus de titres de fonction. Et le rôle aux yeux de Williams doit être la crédibilité. Suite au scandale du prince Andrew et aux révélations médiatiques concernant les Sussex, la confiance du public dans l'intégrité de la famille royale s'est érodée. Un récent sondage YouGov a révélé que près de 60% des Britanniques de moins de 40 ans estiment que la monarchie devrait être nettement plus petite et moins coûteuse. Les réformes de Williams répondent directement à ce sentiment, non pas par de grands discours, mais par une restructuration discrète. En élevant les enfants de Sophie, il privilégie le mérite et la responsabilité à la célébrité. L'historien royal Hugo Vickers y voit un élément d'un recalibrage générationnel. Willem sait que la monarchie ne peut plus se permettre de profiteurs ni de chaos familial, a déclaré Vickers à The Express. Il transforme l'institution en une organisation plus proche d'une entreprise moderne, petite, ciblée et responsable. Ce modèle reflète ce que les monarchies européennes de Suède, du Danemark et des Pays-Bas ont déjà fait, rationaliser leur maison royale pour qu'elle reste à la fois symbolique et rentable. Mais la vision de Williams n'est pas purement pragmatique, elle est aussi psychologique. Il a grandi en voyant l'attention médiatique perturber la paix de sa mère Diana et comment les rivalités internes érodaient l'institution de l'intérieur. Ces expériences, disent ses amis, ont alimenté son obsession pour le contrôle et la discipline de l'image. Sa stratégie actuelle en témoigne des apparitions soignées, des récits rigoureusement contrôlés et une séparation nette entre vie personnelle et professionnelle. Il a appris que l'affection en public est une arme à double tranchant, écrivait le Washington Post. Son plan est de gagner le respect avant l'affection car le respect dure plus longtemps. Cette approche se manifeste non seulement dans les décisions familiales, mais aussi dans le message public. Sous l'influence de Willem, la stratégie de communication du palais s'est affirmée, la désinformation est combattue sans recourir à la presse à scandale. Son attention portée à la santé mentale, à la politique climatique et aux réformes de la petite enfance témoigne d'une volonté délibérée de connecter la monarchie aux enjeux du monde réel plutôt qu'aux rituels royaux. Comme l'a récemment souligné la BBC, Willem construit une marque, pas une dynastie. Une marque fondée sur la pertinence, l'empathie et la responsabilité. Pourtant, son esprit de décision a suscité un profond malaise au sein du palais. Certains courtisans de longue date habitués à des changements lents et consensuels jugent ces méthodes trop exécutives. Un membre du personnel royal cité par le Sunday Times l'a qualifié de « moderniste hâtif », mais d'autres jugent cette impatience nécessaire. Alors que le règne du roi Charles risque d'être plus court et que le monde évolue plus vite que jamais, Guillaume ne peut se permettre le luxe d'une approche progressive. Même sa relation avec son père reflète cette tension. Charles admirerait la concentration de son fils, mais s'inquiéterait de son approche pragmatique. Le roi a le tempérament d'un philosophe, a observé l'historienne Sarah Gristwood. William a le tempérament d'un PDG. Pourtant, à une époque de populisme et de scepticisme, c'est précisément ce dernier qui pourrait garantir la survie de la monarchie. Partout en Grande-Bretagne, ce changement est déjà visible. Lors des événements publics, William prend de plus en plus l'initiative, représentant souvent la couronne sur les questions internationales. Ses discours sont plus incisifs, son ton plus autoritaire, son image plus présidentielle que royale. Le Financial Times a récemment comparé son style de leadership à celui de monarques constitutionnels européens comme le roi Philippe d'Espagne, pragmatique, apolitique et ancré dans l'unité nationale plutôt que dans la grandeur personnelle. Même l'ascension des plus jeunes membres de la famille royale s'inscrit dans ce tableau. Jacques Comte de Wessex incarne la continuité, un visage nouveau lié à l'héritage de la défunte reine. Lady Louise incarne la grâce moderne sans le désir de gloire. Ensemble, ils incarnent la monarchie que William souhaite bâtir, pondérée, responsable et flexible. Ils créent une institution qui fonctionne comme une entreprise familiale, déclare la biographe royale Valentine Law, mais qui prône l'intégrité plutôt que le privilège. Mais derrière ce calme stratégique se cache une vérité plus profonde. Willem répète déjà son règne. Chaque discours, chaque changement de titre, chaque apparition publique semble s'inscrire dans un plan. La couronne n'est pas quelque chose qu'il attend d'hériter, a confié une source au Guardian. C'est quelque chose qu'il gère déjà par l'intermédiaire d'un intermédiaire. Et c'est peut-être le signe le plus clair qu'une révolution silencieuse est en cours. Pendant que Charles occupe le trône, Guillaume façonne le royaume.
non pas par des déclarations retentissantes, mais par de subtils réajustements. Dans le silence entre cérémonie et stratégie, le prochain roi de Grande-Bretagne est déjà à l'œuvre, réécrivant la notion de gouvernement au XXIe siècle. Dans une ère royale marquée par de grands drames et une surveillance publique implacable, la famille d'Édimbourg se distingue symbole d'équilibre, de dignité tranquille et de continuité. Alors que d'autres branches de la monarchie ont été en proie à des scandales, des controverses et des conflits émotionnels. Le prince Édouard, la duchesse Sophie et leurs deux enfants, Lady Louise Windsor et James Comte de Wessex, sont devenus le centre paisible de la famille Windsor. La récente décision du prince William d'élever les titres des enfants de Sophie a fait plus que récompenser la loyauté, elle a marqué l'avènement d'une nouvelle génération qui pourrait tranquillement devenir l'épine dorsale de la future couronne. Pendant des années, Édouard et Sophie ont été sous-estimés, leur profil modeste jugé sans intérêt. Mais à mesure que la famille royale se réduit et que la vision du roi Charles d'une monarchie allégée se concrétise, leur fiabilité constante en fait des atouts indispensables. Ce sont les professionnels discrets de la famille royale, a noté le Télégraphe. Ils ne se projettent jamais trop loin, ne sous-performent jamais et ne gênent jamais la monarchie. Dans le climat médiatique actuel, cette combinaison de retenue et de dévouement est inestimable. L'approche parentale de Sophie et Edward reflète cette même philosophie d'équilibre. Dès le début, ils ont élevé Lady Louise et James avec une normalité inhabituelle et ils ont fréquenté des écoles publiques, fréquenté des pères non royaux et évité les privilèges sociaux qui isolent souvent les enfants royaux. Dans une interview accordée au Sunday Times en 2020, Sophie a révélé qu'elle et Edward avaient délibérément évité de donner à leurs enfants le titre de Son Altesse Royale, expliquant qu'ils devront très probablement travailler pour gagner leur vie. Cette déclaration a stupéfié les observateurs de la famille royale à l'époque, mais elle semble aujourd'hui prémonitoire. Sophie avait une vision claire du monde, a observé Polly Toynbee, chroniqueuse politique au Guardian. Elle comprenait que les privilèges hérités sans but sont intenables dans la Grande-Bretagne moderne. Malgré leur éducation modeste, Louise et James ont progressivement émergé sur le devant de la scène avec une assurance et une maturité bien supérieures à leur âge. Lady Louise, aujourd'hui âgée d'une vingtaine d'années, est devenue une figure de proue discrète des observateurs de la famille royale pour sa grâce et son naturel serein. Sa passion pour l'attelage, un sport étroitement lié à son défunt grand-père, le prince Philippe, est devenue un pont poignant entre les générations. Son apparition aux célébrations du jubilé de platine, conduisant son carrosse avec une assurance naturelle, a été décrite par BBC News comme un moment qui a rappelé à la nation ce qu'est l'héritage royal sans faste ni faste. James, le nouveau comte de Wessex, représente un autre genre de promesse. Il a récemment fêté ses 18 ans et a fait preuve de discernement dans ses apparitions lors d'événements publics, notamment lors de la cérémonie du jour du Commonwealth et des cérémonies du dimanche du souvenir. Contrairement à certains de ses cousins, James évite les réseaux sociaux et se fait discret en ligne, une décision saluée par les commentateurs qui y voient un signe de discipline. Il grandit à une époque où l'avenir de la monarchie repose sur la maîtrise de soi, a déclaré l'analyste royal Richard Fitzwilliams à Sky News. Lui et sa sœur prouvent que tous les membres de la famille royale ne sont pas obligés de se plier à l'algorithme. Derrière leur calme serein se cache l'influence de leurs parents, et notamment de Sophie, souvent surnommée la boussole morale de la monarchie. Le Times a récemment publié un portrait complet d'elle, la décrivant comme le pont entre les générations, celle qui comprend à la fois le monde respectueux de la reine et celui réformateur des Williams. Avec Edward, ils ont modelé une vie royale fondée sur les contributions plutôt que sur les droits, vivant comme des membres de la famille royale, travaillant à temps plein loin des projecteurs. Pendant la pandémie de Covid-19, Sophie a été parmi les premiers membres de la famille royale à faire du bénévolat en personne triant des denrées alimentaires pour des associations caritatives locales intervenant auprès de victimes de violences conjugales et visitant des hôpitaux. Son humilité et son approche pragmatique ont trouvé un écho auprès du public à un moment où la pertinence de la monarchie était remise en question. Ce dévouement discret explique précisément pourquoi la décision de Williams de donner une éducation supérieure aux enfants d'Édimbourg revêt une telle portée symbolique. C'est un vote de confiance envers la génération future, selon le Daily Mail. Louise et James représentent donc le type de monarchie auquel le public croit encore une monarchie efficace et non une monarchie inefficace. Leur présence à des postes plus importants crée également un pont générationnel indispensable entre les membres vieillissants de la famille royale et les enfants de William et Catherine qui ne sont pas encore adultes. Alors que la santé du roi est constamment surveillée et que le nombre de membres actifs de la famille royale diminue, la couronne a besoin de jeunes talents, et les Édimbourg correspondent parfaitement à ce profil.
L'historien royal Hugo Vickers a noté que cette dynamique reflète le cycle de la famille Windsor. À chaque génération, il y a les chevaux de spectacle et les bêtes de somme, a-t-il déclaré. Les Édimbourg sont les bêtes de somme, celles qui font tourner la machine en silence tandis que d'autres font la une des journaux. Cette observation résonne à une époque où la crédibilité sociale prime souvent sur les cérémonies traditionnelles. L'opinion publique semble converger. Un récent sondage YouGov a révélé que Sophie et Edward figurent régulièrement parmi les membres de la famille royale les plus populaires après William et Catherine, loin devant le prince Harry, Meghan Markle et même la reine Camilla. Les gens sont sensibles à l'authenticité, écrit The Independent. Et l'authenticité de Sophie repose sur le service et non sur l'autopromotion. Le geste de William revêt également une symbolique plus large. En s'associant étroitement à Sophie et Edward, il redéfinit subtilement la hiérarchie royale, puisant sa force auprès des membres les plus discrets de la famille plutôt que des plus influents. Cette nouvelle relation signale que la prochaine étape de la monarchie privilégiera l'intégrité, la compétence et la crédibilité au prestige. Comme l'a déclaré Jenny Bond, experte royale sur ITV News, William ne se contente pas de se préparer à régner. Il choisit qui sera à ses côtés lorsqu'il le fera. Il est peu probable que Lady Louise et James deviennent des membres actifs de la famille royale de sitôt, mais leurs rôles évolueront naturellement. Des sources internes suggèrent qu'ils seront déployés pour des causes spécifiques, programmes environnementaux, développement de la jeunesse et éducation, plutôt que pour des fonctions royales à temps plein. Il s'agit d'une évolution pragmatique en phase avec l'ère moderne, moins de membres de la famille royale à temps plein, mais un impact plus ciblé. La monarchie devient moins une entreprise familiale et davantage une marque avec des ambassadeurs spécialisés. A noter le bureau londonien de Reuters. Alors que la monarchie navigue dans un avenir incertain, l'exemple de la famille d'Édimbourg pourrait bien lui être vital. Leur dévouement discret contraste fortement avec les controverses bruyantes qui ont émaillé le récit royal ces dernières années. Tandis que d'autres couraient après les gros titres, les Édimbourg ont instauré la confiance. Tandis que d'autres brisaient l'unité, ils l'ont renforcée. Et maintenant, grâce aux signes d'approbation stratégique de William, leur heure est enfin arrivée. Dans une famille où le bruit couvre souvent le sens, les Édimbourg rappellent à la Grande-Bretagne et au monde que la véritable force se révèle parfois mieux dans le silence. La façade dorée du palais de Buckingham dissimule souvent ses plus profondes vulnérabilités, mais ces derniers temps même, ses murs semblent chuchoter le changement. Les problèmes de santé persistants du roi Charles, dont les rumeurs courent depuis des mois et que confirment les déclarations prudentes du palais, jettent une ombre sur la monarchie. Si le discours officiel reste optimiste, des sources proches du Times et du Guardian décrivent un monarque dont la charge de travail quotidienne a été discrètement redistribuée, permettant à son héritier d'assumer des responsabilités croissantes. Derrière les discours soignés et les sourires en public, la famille royale britannique se prépare à ce qu'elle redoute depuis longtemps, mais qu'elle a toujours su comme inévitable la transition. Le roi Charles, âgé de 76 ans, a connu un règne à la fois bref et chargé. À peine 2 ans après un couronnement qui promettait la stabilité des rapports, faisant état de planning de soins de rendez-vous réduits et de fatigue, ont contraint le palais à s'adapter rapidement. La BBC a récemment noté que les apparitions publiques de Charles ont diminué de plus de 30% depuis l'année dernière. Son emploi du temps a été ajusté stratégiquement, le prince William assumant des rôles autrefois réservés aux monarques de la présidence des investitures à la représentation de la couronne lors d'événements diplomatiques. Ce n'est pas une abdication, a déclaré la commentatrice royale Camilla Tominey à ITV News. Mais il s'agit indéniablement d'une passation de pouvoir en douceur. Ce changement de pouvoir discret a créé un malaise au sein de la royauté. La reine Camilla, aujourd'hui âgée de 77 ans, est réputée pour sa défense acharnée de l'héritage du roi, déterminée à ce que son règne ne soit pas marqué par la faiblesse. Sa visibilité accrue, apparitions en solo dîners d'État et visites à des œuvres caritatives autrefois dirigées par Charles reflètent à la fois dévouement et défi. Pourtant, comme l'a confié une source proche au Télégraphe, elle sait que le temps joue contre eux. La véritable question n'est plus la santé du roi, mais la gestion de sa succession. Et au cœur de cette gouvernance se trouve le prince William. L'héritier du trône a assumé le rôle de co-souverain de facto sans jamais avoir besoin d'une déclaration. Les analystes voient sa visibilité croissante. Qu'il s'agisse de s'adresser aux dirigeants mondiaux lors des sommets sur le climat ou d'organiser de grands événements caritatifs, comme plus que symbolique, c'est une pratique. William apprend à gouverner par la pratique, a déclaré l'historienne Sarah Gristwood sur BBC Radio 4. La monarchie ne se transmet pas par cérémonie mais par nécessité. Ce besoin dépasse la famille elle-même. Le public, bien que sensible à la situation critique du roi, s'inquiète de plus en plus de la transparence de la monarchie.
Après une décennie marquée par les controverses royales, du scandale Andrew aux mémoires de Harry, en passant par les interviews de Meghan, la confiance envers la couronne est plus fragile que jamais. Les sondages YouGov réalisés ce printemps montrent que seulement 47% des Britanniques estiment que la monarchie comprend la vie moderne, soit le score le plus bas depuis des décennies. Pour y remédier, l'équipe de Williams a lancé ce que les initiés appellent une stratégie de modernisation douce, alliant empathie et efficacité et renforçant sa présence sans pour autant affaiblir l'autorité de son père. Mais au sein du palais, la transition ne s'est pas faite sans heurts. Selon The Guardian, des tensions sourdes existent entre les principaux conseillers du roi et le cercle intime naissant de William à Kensington Palace. Les traditionalistes de Charles, imprégnés des méthodes de la défunte reine, privilégient les transitions mesurées et discrètes. Les conseillers de William, quant à eux, soutiennent que la rapidité est essentielle, la monarchie doit évoluer aussi vite que le monde l'aperçoit. Ce n'est pas une rébellion, a déclaré une source proche du dossier. C'est une adaptation accélérée. La princesse Anne ajoute à la complexité car elle assume toujours l'une des plus lourdes responsabilités au sein de la famille royale. Son sens inébranlable du devoir et son sang-froid lui ont valu un immense respect, mais même elle reconnaît les pressions exercées par un corps royal vieillissant. Anne est le ciment, a observé le Télégraphe, mais même le ciment craque sous la pression. Sa relation étroite avec Charles et William a fait d'elle une médiatrice, celle qui peut stabiliser l'institution lorsque le pouvoir change subtilement de génération en génération. Pendant ce temps, la perception publique de la reine Camilla reste complexe. Si sa popularité s'est améliorée depuis le couronnement, sa notoriété grandissante en pleine maladie du roi a relancé le débat sur son rôle à long terme. The Independent a récemment posé la question sans détour. Camilla restera-t-elle une figure de proue ou deviendra-t-elle régente en tout sauf en titre ? Officiellement, aucun arrangement de ce genre n'existe, mais les historiens du palais notent que des régences partielles ont déjà eu lieu, souvent sous couvert de partage des tâches. Il n'est pas difficile d'imaginer qu'un ajustement similaire et discret soit en cours aujourd'hui. Au-delà de la Grande-Bretagne, les répercussions de la vulnérabilité royale se font sentir dans tout le Commonwealth. Au Canada et en Australie, les débats sur le républicanisme ont repris de plus belle alimentés par le sentiment d'un déclin du pouvoir symbolique de la couronne. Dans les Caraïbes, le gouvernement jamaïcain a déjà annoncé un référendum visant à abolir totalement la monarchie. Une décision décrite par Reuters comme le plus sérieux défi à la loyauté royale envers le Commonwealth depuis des décennies. Pour de nombreux observateurs, ces développements soulignent l'urgence d'une implication croissante de William. Il ne se contente pas de préparer un couronnement, déclare Max Foster, analyste royal pour CNN. Il se prépare à préserver l'importance mondiale de la monarchie. Mais derrière les calculs institutionnels se cache quelque chose de plus humain, une famille qui voit l'un de ses piliers vaciller. Les récits des biographes royaux décrivent des moments de tendresse visible entre Charles et William lors de récentes apparitions publiques, des gestes subtils qui laissent présager une réconciliation après des années de distance émotionnelle. Il existe désormais une compréhension commune, a observé l'auteur royal Tina Brown. Le roi considère son fils comme le gardien de tout ce qu'il a bâti, et peut-être de tout ce qu'il n'a pas pu réparer. Pourtant, une question subsiste, combien de temps cet équilibre fragile pourra-t-il tenir ? Avec la santé précaire du roi et la surveillance publique incessante, la monarchie oscille entre continuité et transformation. Chaque apparition de Charles paraît significative. Chaque pas de Guillaume est un signe avant-coureur. Et tandis que la Grande-Bretagne observe sa plus ancienne institution se préparer à l'inévitable changement, l'atmosphère autour du palais semble plus pesante, chargée de la vérité tacite, le prochain chapitre est déjà en train de s'écrire. Que l'histoire se souvienne de ce moment comme d'une transition gracieuse ou d'une succession forcée dépend de la minutie avec laquelle les Windsor planifieront leurs prochaines étapes. Mais une chose est sûre, la couronne repose peut-être sur la tête de Charles, mais son poids bascule déjà sur son fils. La monarchie britannique a toujours survécu grâce à sa maîtrise de la réinvention silencieuse. Elle n'annonce jamais ses révolutions, elle les absorbe simplement, un petit ajustement à la fois. Et aujourd'hui, sous l'ombre d'un roi malade et d'un monde impatient, cette réinvention s'accélère comme jamais. Le remaniement des titres, l'importance croissante de la famille de Sophie et l'autorité grandissante de William sont autant d'indices d'une transformation plus profonde, la réorganisation du pouvoir royal pour l'adapter au XXIe siècle. Le palais, autrefois symbole d'une tradition inébranlable, apprend peu à peu à fonctionner comme une institution moderne. Sous la direction de William, le style de communication évolue plus direct, plus transparent et plus subtilement responsable. Un conseiller de haut rang a déclaré au Guardian que la monarchie ne peut plus se cacher derrière des rideaux de velours. La maladie du roi et les critiques persistantes des Sussex ont imposé une prise de conscience, la monarchie doit mériter sa place et non l'assumer.
Pour la première fois de son histoire moderne, la couronne s'adapte non pas pour des raisons cérémonielles, mais pour sa survie. La vision de William est au cœur de cet ajustement. Il sait que la couronne ne peut compter sur la nostalgie pour maintenir sa place dans une nation agitée et économiquement sous pression. Le Times a décrit son approche comme une monarchie pragmatique, une institution allégée stratégique et axée sur le service. Il souhaite moins de figures royales, mais des messages plus forts. Dans cette version de la famille royale, chaque membre doit projeter une valeur claire mesurée par la confiance du public et non seulement par la lignée. C'est pourquoi Sophie et Edward sont devenus si essentiels. Leur diligence, leur absence de scandale et leur professionnalisme discret incarnent précisément ce que William souhaite que la monarchie représente. Il s'agit moins du trône que de la marque, a déclaré l'analyste média Jane Merrick sur BBC Radio 5 Live. William reconstruit l'image de la famille royale pour une génération qui n'y croit pas automatiquement. Il troque le glamour contre le courage. Ce changement est clairement visible dans la communication publique du palais. Fini les démentis vagues et les excuses évasives du passé. En cas de controverse, les déclarations sont désormais plus brèves, plus concises et souvent accompagnées d'actions concrètes, visites caritatives, initiatives communautaires et engagements directs. En un sens, la monarchie apprend à parler le langage de la responsabilité. Le roi Charles, malgré son handicap physique, soutiendrait cette modernisation. Des amis du monarque ont confié au Télégraphe qu'ils considéraient l'engagement croissant de William comme la continuation de son œuvre de toute une vie et non comme un défi. Après tout, Charles a discrètement repoussé les limites pendant des décennies de l'activisme environnemental au dialogue interreligieux. Pourtant, le rythme du changement impulsé par la culture numérique et les pressions économiques dépasse ses prévisions. Comme l'a noté Reuters, les Windsor ne rivalisent plus avec les républicains, mais avec leur capacité d'attention. À l'échelle internationale, les enjeux sont tout aussi importants. En Australie, la nouvelle campagne du Premier ministre Anthony Albanese en faveur d'un référendum sur la monarchie a pris de l'ampleur. Au Canada, les sondages d'opinion montrent un soutien record à la rupture des liens constitutionnels avec la couronne. Les pays des Caraïbes, autrefois considérés comme des piliers loyaux du Commonwealth, progressaient rapidement vers l'indépendance républicaine. Chacun de ces changements sape l'unité symbolique que possédait autrefois la monarchie britannique. Le monde n'attend plus la couronne britannique, écrivait Le Monde. Il se demande s'il en a encore besoin. Et pourtant, au milieu de cette tourmente mondiale, l'image de William demeure forte en Angleterre. Son engagement pour des actions visibles, des campagnes pour la santé mentale à l'activisme climatique, lui a valu une reconnaissance et une détermination sans faille. La confiance du public en lui dépasse de loin celle de la plupart des politiciens, un exploit rare dans un pays las des institutions. Il incarne la stabilité dans une ère de chaos, a noté le Financial Times, et c'est devenu le principal atout de la monarchie. En coulisses, des projets de modernisation sont en cours. Des sources internes suggèrent que le palais envisage des réformes pour rationaliser les finances royales et élargir l'accès du public aux propriétés royales, notamment la possibilité d'ouvrir Balmoral et Sandringham aux touristes toute l'année. Ces petites avancées visent à faire preuve de transparence, une reconnaissance depuis longtemps et attendue du fait que les contribuables attendent de la monarchie qu'elle justifie ses privilèges. Même les traditionalistes autrefois réfractaires aux réformes commencent à accepter que l'adaptation n'est plus une option. La pertinence et la nouvelle révérence a observé le biographe royal Hugo Vickers. S'ils n'évoluent pas, ils disparaissent. Pourtant, la transformation n'est pas sans risque. Pour chaque admirateur du pragmatisme de Guillaume, certains sceptiques craignent qu'une modernisation excessive ne dépouille la couronne de sa mystique de l'aura, même qui la rend unique. The Independent avertissait que, dans sa quête de familiarité, la monarchie pourrait perdre sa magie. Mais les partisans de Guillaume affirment que l'alternative, paraître distant et démodé, serait bien pire. Le défi, comme toujours, réside dans la recherche d'un équilibre, comment être accessible sans tomber dans la moyenne. Ici, la duchesse Sophie et sa famille réapparaissent. Leur histoire, faite d'humilité, de constance et de service discret, offre un modèle pour l'avenir de la monarchie. Ils incarnent ce que la couronne doit devenir moins théâtrale, plus humaine. En élevant les enfants de Sophie William ne se contente pas de remodeler la hiérarchie. Il crée un récit générationnel de confiance. Il s'agit d'un passage d'une royauté de spectacle à une royauté d'intendance. Alors que les divisions économiques et politiques s'accentuent en Grande-Bretagne, le rôle symbolique de la monarchie en tant que force unificatrice paraît plus important que jamais. Pourtant, ce symbolisme doit évoluer pour survivre. L'époque où seule la grandeur royale pouvait inspirer la loyauté est révolue.
L'avenir réside dans l'authenticité, dans la démonstration au public que la couronne est plus qu'une cérémonie, c'est un service. Et dans cette vision sereine et déterminée, William semble déterminé à refléter non seulement l'endurance de sa grand-mère, mais aussi sa compréhension du timing. Quand la reine Élisabeth a dit un jour « il faut être vu pour être cru », elle parlait de visibilité. La version de William pourrait être « il faut être utile pour être cru ». Et tandis que les lumières du palais scintillent, dans la nuit londonienne, une vérité s'impose. La monarchie peut paraître inchangée de l'extérieur, même faste, même rite. Mais sous la surface, elle est en train d'être réécrite, ligne après ligne. Le roi porte peut-être toujours la couronne, mais c'est Guillaume qui en façonne le sens. La couronne demeure comme toujours, mais pour la première fois dans l'histoire moderne, elle apprend à regagner